Magnifique. Alors, merci à tous pour votre présence. Je sais que ce sont des pauses courtes, mais je sais aussi que vous voulez avoir du temps d'antenne au maximum pour vous exprimer. Alors, on va reprendre. Et pour vous dire, bien qu'on ait un léger décalage horaire, c'est pas grave. On s'adapte et on va ajuster aux besoins la durée de l'atelier pour revenir en plénière puis se donner le maximum de temps pour les échanges. Ce premier atelier va porter sur l'inaptitude et l'aide médicale à mourir. Je vous réfère aux besoins à votre cahier. On est en page 7. Deux objectifs qu'on se donne pour la fin de la matinée, tout ce qui suit jusqu'à l'heure du lunch. On veut pouvoir ensemble examiner les différentes situations d'inaptitude qui pourraient éventuellement ouvrir la voie à une demande directive anticipée d'aide médicale à mourir. Et le deuxième objectif, c'est d'identifier les enjeux d'évaluation de l'admissibilité de la personne pour ces situations et les mesures de protection supplémentaires potentielles. Avant de vous laisser à vos discussions aux différentes tables et revenir en plénière, on a invité 3 personnes à venir faire une courte présentation de 20 minutes, après quoi on lance directement les ateliers. Donc, c'est notre mise en contexte qui sera faite par ces 3 messieurs que je vous présente. Vous reconnaissez M. Maclure, bien sûr. À votre gauche, Maître Pierre Deschamps, qui est commissaire à la Commission sur les soins de fin de vie, qui nous amènera à une perspective juridique, oui, sur la question. Maître Deschamps, qui est avocat émérite auprès du Barreau du Québec depuis 2012, membre du Tribunal des droits de la personne du Québec. Il a enseigné le droit de la responsabilité civile et le droit des personnes à l'École du Barreau et à la Faculté de droit de l'Université McGill. Il a aussi été juge et médiateur pendant 10 ans au Tribunal canadien des droits de la personne et récemment, en 2017, il publiait un ouvrage intitulé « Les soins de vie, repères éthiques, juridiques et sociétaux ». Merci, Maître Deschamps, d'être avec nous aujourd'hui. Au centre, Dr David Lucier, qui est des nôtres. Dr Lucier, qui est commissaire également au sein de la Commission sur les soins de fin de vie. Il est gériatre et directeur de la clinique de gestion de la douleur chronique de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. En plus de sa spécialisation en gériatrie, Dr Lucier a suivi une formation de 3 ans en gestion de la douleur et soins palliatifs. Et notons qu'il a participé aux travaux du groupe de travail interdisciplinaire sur l'aide médicale à mourir du ministère en 2015 et il fait actuellement partie du groupe interdisciplinaire de soutien pour l'aide médicale à mourir du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Vous aurez deviné que j'ai identifié seulement quelques éléments. Leur parcours est très riche et c'est pour ça qu'ils sont avec nous. Messieurs, on vous donne une vingtaine de minutes pour faire la mise en contexte. À vous. Maître Deschamps d'abord. Merci. Alors, bonjour à tous. Ce que je voulais faire ce matin, c'est dans le prolongement de ce qui a été dit plus tôt pour alimenter la réflexion de l'atelier 1. Ce que je veux faire, c'est un survol des législations dans d'autres juridictions. Comme vous savez, en Europe, il y a 2 pays, en fait 3 pays, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, où on a des législations sur l'euthanasie et non pas sur le suicide assisté. Le Québec veut s'en aller dans une voie en ce qui concerne les demandes anticipées, le fédéral peut-être, mais pour mettre tout ça en contexte, c'est important de porter une attention particulière à la terminologie, à la formulation des demandes, aux conditions d'admissibilité, aux mesures de sauvegarde et quelques statistiques. Et ça, je pense que c'est important pour les fins de la discussion de garder ces éléments-là à l'esprit. Si on regarde la Belgique en termes de terminologie, on ne parle pas de directive, mais on dit que la personne doit rédiger une déclaration. Et dans la déclaration, elle dit qu'advenant où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté, un médecin applique l'euthanasie s'il a été satisfait à toutes les conditions fixées par la loi. Et on verra quelles sont les conditions d'admissibilité. En ce qui concerne la formulation, en Belgique, il existe un formulaire de déclaration anticipée que la personne doit compléter. C'est relativement succinct où la personne demande éventuellement d'avoir l'euthanasie et identifie quelques personnes, donne ses coordonnées. Donc, elle indique dans la déclaration que la déclaration a été faite librement et en pleine conscience et qu'elle entend qu'elle soit respectée. Donc, il n'y a pas un élément dès le départ contraignant comme pourrait être une directive, mais si la personne exprime sa volonté, il va de soi que les circonstances se présentant, on respecte sa volonté. Quelles sont les conditions d'admissibilité pour une personne qui est devenue inapte?
Vous allez voir que les conditions sont différentes en Belgique et aux Pays-Bas. Et avec ce qu'on a présenté ce matin, on va voir également une différence. C'est peut-être dû à le contexte culturel de la Belgique, des Pays-Bas, et nous, on a un contexte culturel différent. Il faut dire que la Belgique a une loi depuis bientôt 18 ans. Les Pays-Bas, la même chose. Nous, c'est quand même relativement récent, 2015 et 2016 au fédéral. Si vous regardez les conditions d'admissibilité, il faut que la personne présente une affection accidentelle ou pathologique grave. Donc, l'élément de gravité est présent, comme dans la majorité des juridictions. Ce qui est particulier, il faut que la personne soit dans un état d'inconscience. Ça diffère grandement de ce que l'on a vu ce matin. Et il faut qu'elle soit dans une situation médicale irréversible. Si sa maladie a cheminé, mais il faut qu'à un moment donné, il n'y ait plus, comme on dit dans le langage vernaculaire, qu'il n'y ait plus de revenez-y. Si on regarde les mesures de sauvegarde, ça prend une consultation d'un autre médecin indépendant sur l'irréversibilité de la condition médicale. Donc ça, c'est un point qu'un médecin tiers doit évaluer. Ce qui est intéressant, c'est que dans la législation, et on en a parlé un petit peu ce matin, ça ne se fait pas en vase clos entre le patient qui est devenu inapte et le médecin, mais il y a des mesures de sauvegarde très particulières. Ça prend un entretien avec l'équipe soignante sur le contenu de la demande d'aide médicale à mourir, un entretien avec la personne de confiance, de la volonté de la personne, puis un entretien avec les proches du patient que la personne de confiance a désigné. En Belgique, il y a cette notion de personne de confiance qu'on retrouve en Europe dans d'autres juridictions. Si on regarde les euthanasies sur la base d'une déclaration anticipée, c'est quand même un très, très, très petit nombre, compte tenu de la population. Peut-être qu'un bon nombre de personnes, on peut parler de milliers, qui vont avoir signé une demande anticipée, mais le nombre de cas où l'euthanasie est administrée, ça demeure quand même un petit nombre. Et il faut garder ça à l'esprit. Il n'y a pas, comme on dit, les gens ne se précipitent pas aux portes. Et on comprend pourquoi s'il y a peu de cas, parce que ce n'est pas des circonstances qui sont faciles. Aux Pays-Bas, au niveau de la terminologie, là, on parle carrément d'une directive anticipée contenant une demande d'euthanasie alors qu'elle avait une compréhension raisonnable de ses intérêts. Donc, au moment où la personne rédige sa directive, il faut qu'elle soit apte à consentir, puis il faut qu'elle comprenne bien ce dont ça tourne. Ce n'est pas une directive pour un arrêt de soins, c'est une directive pour qu'on puisse mettre fin à ses jours. En ce qui concerne la formulation, contrairement à la Belgique, on exige que la personne précise dans sa directive les circonstances dans lesquelles elle voudrait être euthanasiée et compte tenu du critère de la souffrance intolérable, il importe que la personne précise dans ses mots à elle et non pas sur une formule toute prête les souffrances qu'elle considère intolérables. Et ça, dans un des guides de pratique, ça revient régulièrement parce que ce n'est pas l'état d'inconscience aux Pays-Bas qui est déterminant puis une condition irréversible, mais c'est des souffrances qu'elle considère intolérables. Ce que la législation dit, c'est que pour les directives anticipées, les critères qui s'appliquent même à une personne apte, qui s'appliquent à une personne apte, mais il faut les appliquer, comme on dit en bon français, mutatis mutandis. Les juristes sont très familiers avec le latin. On est peut-être un seul endroit où il y a des vestiges du latin dans les propos. Mais on dit que on doit être persuadé que la demande du patient est volontaire et mûrement réfléchie au moment où il l'a formulée. Être persuadé que les souffrances du patient sont insupportables et sans perspective d'amélioration au moment de l'administration. Donc, il y a une décision à prendre sur le caractère insupportable ou intolérable des souffrances. Et on y a fait allusion, comment fait-on pour évaluer chez une personne qui est devenue inapte si ses souffrances sont insupportables? Cette problématique-là ne se retrouve pas en Belgique parce que les critères sont différents. Avoir informé le patient sur sa situation
et sur les perspectives qui sont les siennes alors qu'il était apte à comprendre, et être persuadé qu'il n'existe pas d'autre solution raisonnable dans la situation où se trouve le patient au moment de l'administration de l'euthanasie. Donc, le médecin a un jugement à faire, à porter. On ne voit pas les mesures de sauvegarde comme consulter le personnel médical, consulter le tiers désigné, si on veut, ou la personne de confiance, ou consulter les proches. Ce qu'on a comme mesure de sauvegarde, c'est la consultation d'un autre médecin indépendant qui a vu le patient et a mis une opinion sur la satisfaction des critères de la loi. Alors, en bref, évidemment, il faut que ce soit bref, compte tenu du temps, mais vous avez ici un genre de référentiel par rapport au Québec, par rapport au Canada. Qu'est-ce qui se fait dans 2 juridictions en Europe, soit la Belgique et le Pays-Bas? Comment ils ont traité de cette question, soit des directives médicales anticipées ou des demandes anticipées? Et je pense que ça nous permet peut-être de voir comment ici on pourrait gérer cette situation-là ou proposer un cadre qui soit respectueux des droits de la personne. Et comme une collègue le faisait remarquer, les aspects constitutionnels, les aspects de charte sont fort importants au Québec et au Canada, ce qui n'est pas nécessairement la même chose en Europe. Non pas que les droits de la personne ne soient pas importants, mais les aspects de charte ici au Canada, comme on l'a vu, sont prédominants. Et je cède la parole au Dr Lucie. Merci. J'ai préparé quelques diapositives, mais elles ne sont vraiment pas intéressantes, donc vous verrez que je les suivrai pas beaucoup. On a dit tantôt que j'étais gériatre, puis que j'étais sur la commission des soins de fin de vie, donc j'ai vraiment un intérêt puis une perspective peut-être plus clinique, autant des patients avec démence progressive ou maladie neurodégénérative, dont la maladie d'Alzheimer. J'ai aussi l'expérience clinique d'administrer, d'évaluer, d'accompagner, d'administrer des aides médicales à mourir. On a eu à la commission, Dr Bureau l'a mentionné, environ 4000 formulaires jusqu'à maintenant. Évidemment, on les a peut-être pas tous vus en détail chacun, là, parce qu'on manque des réunions de temps en temps, mais on a chacun vu presque 4000 histoires de vie de personnes qui ont demandé et reçu l'aide médicale à mourir. On a bien... Puis à travers les formulaires, on arrive la plupart du temps à bien comprendre qui était cette personne, qu'est-ce qui l'a motivé. Chez les patients que j'ai accompagnés aussi, on ressent beaucoup qu'est-ce que c'est leur motivation. On sent beaucoup que la motivation à demander l'aide médicale à mourir, il y a évidemment le pouvoir ou le désir d'avoir une autodétermination. Ce qu'on voit aussi vraiment, qu'on voit toujours chez les gens, c'est de vivre toute sa vie selon ses valeurs. Je crois que quand on parle de demande anticipée d'aide médicale à mourir, on est encore dans la même veine, c'est-à-dire que les gens disent qu'ils veulent continuer à vivre leur vie selon leurs valeurs. Ces valeurs-là sont personnelles et on veut s'assurer qu'on ne va pas finir notre vie dans un état qui ne respecte pas nos valeurs, qui ne respecte pas ce que nous, on considère comme une vie digne, ce qui varie d'une personne à l'autre. Il y a beaucoup d'angoisse, de souffrance en fin de vie, ça on le voit beaucoup aussi. Chez les gens qui demandent l'aide médicale à mourir. On le voit aussi chez les gens qui le disent. Hein. Moi, on le dit aussi, je travaille avec des personnes qui ont de la douleur chronique, donc des personnes âgées, souvent très âgées, qui ont de la douleur chronique. Puis plusieurs demandent si je vais être là, quand ou si elles veulent avoir l'aide médicale à mourir dans le futur. Donc, on veut beaucoup, en faisant ou en sachant que l'option va être disponible, on veut soulager nos angoisses de souffrance, de savoir que je vais pouvoir faire une demande. Je crois que ça va être la même chose avec les demandes anticipées, de savoir que je vais pouvoir faire une demande, que je vais pouvoir recevoir l'aide médicale à mourir si nécessaire. Ça va soulager mes souffrances, mon angoisse. Ce qu'on voit aussi beaucoup, on dit qu'on va l'avoir plus peut-être, mais on l'a déjà beaucoup, on le voit chez les patients que moi j'ai accompagnés. S'il y a d'autres gens ici, probablement que c'est la même chose. On le voit aussi dans les formulaires qu'on évalue. Il y a une grande souffrance existentielle. Donc oui, il y a une souffrance physique, oui, il y a une souffrance psychique, mais dans les souffrances psychiques, il y a une grande partie qui est une souffrance existentielle, disant pourquoi vivre une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue selon mes valeurs. C'est là que ça devient pas intéressant. Dans les très, très grandes difficultés qu'on va
qu'on va rencontrer avec des demandes anticipées. Puis la présentation que M. McClure et Maître Filion ont fait ne rendait pas justice à leur rapport, qui est quelque chose de vraiment excellent, très, très bien étoffé, où on creuse beaucoup dans les recommandations pour savoir qu'est-ce qui a motivé ces recommandations. Dans ce qu'on va avoir de difficile quand on évalue des personnes qui ont fait une demande anticipée d'aide médicale à mourir, il y a ce qu'on appelle le paradoxe du handicap. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas maintenant, dans ma condition de personne en santé et sans handicap, considérer quelle va être ma réaction, quelle va être ma qualité de vie, quelles vont être mes pensées ou mes angoisses si je développe une condition, que ce soit un handicap, que ce soit une démence. Donc, souvent, les gens vont avoir une résilience, une capacité d'adaptation qui est plus grande que celle qu'on anticipe. Donc, ça va être difficile quand on va évaluer des personnes avec une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Ce qui est important de distinguer aussi, puis ça on en parle beaucoup aussi depuis le début de ce débat, c'est de différencier les intérêts critiques puis ce qu'on appelle les intérêts expérientiels. Les intérêts critiques, c'est ce qui est important dans ma vie maintenant. Hein, de voir si mon intérêt, c'est d'avoir une vie intellectuelle, une vie sociale active, d'aller au théâtre, de lire, de participer à des débats, de faire toutes sortes de choses comme ça, de faire des marathons. Donc ça, c'est mes intérêts critiques maintenant. C'est sûr qu'en vieillissant, ça va diminuer. Si je développe une maladie neurodégénérative, ça va aussi évoluer, mais je vais développer des intérêts plus expérientiels, c'est-à-dire que je vais pouvoir être heureux dans le moment présent. Ça, on le voit beaucoup, puis c'est très difficile d'évaluer quel va être mon souhait plus tard. Donc, si maintenant, je pourrais très bien dire que plus tard, si j'ai des troubles cognitifs sévères, puis que je ne suis pas capable de marcher puis d'aller à l'épicerie tout seul, ça devient une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue pour moi. Mais peut-être que quand je serai rendu là, je serai très heureux de pouvoir rencontrer des gens, vivre dans le moment présent. Peut-être que de manger un jello aux fraises le midi, ça va être suffisant à mon bonheur. Nous, comme personnes bien, on ne peut pas évaluer ça. On a un préjugé face à ça, mais quand on est dans le moment présent, ça devient difficile. Donc, toute la difficulté de voir comment évaluer ces personnes-là, puis toute la difficulté de savoir quand on va pouvoir mettre en application, si on veut, une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Avec la difficulté également, comme le disait professeur Bravo tantôt, d'évaluer la souffrance qui est éminemment subjective. Comment je vais pouvoir évaluer la souffrance de quelqu'un d'autre? C'est beaucoup ça qu'il va falloir faire. Donc, je crois que le plus important pour conclure, c'est de revenir à l'histoire de vie de la personne. Puis quand on va parler de demande anticipée, ça ne pourra pas être comme les DMA qu'on a actuellement. Ça ne pourra pas être coché. Si vous avez une maladie neurodégénérative, souhaitez-vous l'aide médicale à mourir? Oui, non. Évidemment, ça ne pourra pas être comme ça. Ce qui sera important, ce sera que la personne puisse communiquer ses valeurs, que son histoire de vie soit bien connu, puis qu'on s'assure que ce soit respecté. On le voit même maintenant, hein, on voit que les gens qui font une demande d'aide médicale à mourir, c'est toujours consistant puis compatible avec leur histoire de vie, comment ils ont mené et pris des décisions dans leur vie. Il faudra s'assurer, je pense, qu'on peut bien connaître la personne, parce que comme le disait Dr Rivard tantôt, ce ne sera pas le même médecin, ce ne sera pas la même équipe. Il faudra s'assurer que ce soit bien connu, puis qu'on puisse, quand viendra le temps, peut-être de mettre en application, savoir est-ce que, selon tout ce que je connais de cette personne-là, l'état dans lequel elle est actuellement représente une souffrance par rapport à ce qu'elle aurait voulu. Donc, je pense que ce sera la condition pour s'assurer là, que c'est faisable, parce que sinon, ce sera très, très, très difficile pour tous les professionnels, pour les proches, pour les professionnels de la santé aussi, qui vont être mis dans une situation comme ça. Donc, il faudra vraiment s'assurer qu'on connaît bien la personne qui fait une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Alors, quelques mots en terminant. C'est vraiment un plaisir de partager ce panel avec Maître Deschamps et Dr Lucier, qui sont deux de ceux qui ont contribué le plus dans les dernières années à la réflexion et à l'encadrement, la réflexion sur l'aide médicale à mourir et à son encadrement. On va réfléchir beaucoup à partir de maintenant aux modalités, si on veut aller de l'avant dans la reconnaissance de ces demandes anticipées. Avant de le faire, je voudrais revenir sur quelques-uns des fondements philosophiques. Quelles sont les grandes raisons pour lesquelles on devrait, selon le groupe d'experts, aller de l'avant avec ces demandes anticipées?
Pour ne pas perdre de vue, au fond, le sens de cette démarche. Hein. Et je le disais tout à l'heure, hein, l'idée dans les recommandations, la prise comme un tout, c'est de tenter d'en arriver à un équilibre acceptable entre le respect de l'autonomie des personnes, hein, quant aux décisions qui sont les plus significatives, hein, que l'on peut prendre dans notre vie. Hein. La réflexion sur ce qui est une bonne mort, hein, ça fait partie d'une réflexion sur ce qui est une vie bonne, hein, sur une vie qui a un sens. Mais de l'autre côté, hein, lorsqu'on est atteint d'une maladie neurocognitive sévère, hein, on devient des personnes extrêmement vulnérables, hein, plus capables, hein, de faire valoir nos propres intérêts. Donc, c'est extrêmement délicat. On a mis de l'avant cette idée qu'il fallait tenter de prolonger, hein, le droit à l'autodétermination des personnes, mais sans voir le droit à l'autonomie comme un droit absolu. Hein. Donc, il y a des mesures qui ont effectivement pour effet de reconnaître ce droit, mais aussi c'est une reconnaissance qui est partielle, qui est limitée, étant donné les intérêts des personnes vulnérables. Lorsqu'on étudie, hein, le débat pour et contre, hein, les demandes anticipées, il y a toutes sortes d'arguments. Dr. Lucie en a parlé. La perspective philosophique qui nous a animés, hein, une des distinctions cruciales était cette distinction entre les intérêts critiques, hein, que l'on a comme personne rationnelle et nos intérêts expérientiels. Hein. Donc, les intérêts critiques, David l'a dit, c'est les intérêts, au fond, prépondérants que l'on a dans notre vie concernant, au fond, ce qui est une vie qui a un sens, hein, ce qui est une vie digne, une vie qui vaut la peine d'être vécue, le genre de personne que je souhaite être. Hein. Donc, c'est, au fond, dans les mots du philosophe Charles Taylor, ce sont mes évaluations profondes. Qu'est-ce qui donne vraiment un sens à ma vie, à moi, et comment je souhaite conduire ma vie? Ça, c'est ce qu'on peut appeler nos intérêts critiques, et de réfléchir au type de fin de vie que l'on se souhaite, hein, ça fait partie de ces intérêts critiques. Donc, d'où le poids très grand qu'on a donné à ce droit à l'autodétermination. Hein. On a ce type d'intérêt-là. On a aussi, par ailleurs, des intérêts expérientiels, hein, qui sont plutôt liés à des émotions, disons, positives, hein, que l'on vit au jour le jour. Hein, des sensations agréables où on se sent bien, on se sent heureux, il y a des plaisirs dans notre vie, et ainsi de suite. Et ça, tout le monde en veut aussi. On a tous ce genre d'intérêt-là. Mais certains, hein, dans la réflexion philosophique, nous disent que lorsqu'il y a un conflit, s'il y a un conflit potentiel entre les deux, les intérêts critiques doivent avoir plus de poids, hein, parce qu'ils sont liés à ma conception de ce qu'est une vie qui a un sens, et de permettre, hein, de se prononcer de façon anticipée, d'exercer notre autonomie de façon antérieure. Mais ça vient donc prolonger, hein, et donner plus de poids à ce droit à l'autodétermination concernant, au fond, ma conception de ce qui est une bonne fin de vie. Donc, certains même sont prêts à aller très loin, hein, et vont dire, comme les intérêts critiques doivent prévaloir, si la personne a souhaité, hein, avoir accès, par exemple, à l'aide médicale à mourir une fois qu'elle va avoir perdu son aptitude, il faut reconnaître tout de suite, hein, sa volonté. Nous, on a plutôt opté pour une option, une position mitoyenne, hein, intermédiaire, où on a dit oui, on veut reconnaître ce droit, mais on reconnaît aussi que la personne, hein, qui a subi une transformation identitaire, hein, importante, dont la conscience de soi est profondément affectée, hein, par une maladie neurodégénérative, hein, qui n'a pas le souvenir de s'être exprimé avant sur, par exemple, l'accès, la volonté d'avoir l'aide médicale à mourir, et qui semble avoir une certaine qualité de vie. On pense que cette personne a acquis de nouveaux intérêts. Ce sont vraisemblablement des intérêts expérientiels, un certain bien-être au jour le jour, mais des intérêts qui comptent quand même. Certains vont dire, là, le seul critère qui compte, ce sont les meilleurs intérêts contemporains de cette personne-là. Il faut ignorer sa volonté intérieure. Nous, on n'a pas accepté ça, mais on a voulu en arriver à une position mitoyenne entre les deux. Et c'est celle que je relatais tout à l'heure, qui consiste à dire, on va reconnaître de façon fondamentale ce droit à l'autonomie. On peut se prononcer à l'avance, mais comme on perd en notre capacité de comprendre notre situation et d'exprimer notre volonté lorsque on vit avec les effets d'une maladie neurocognitive. Lorsqu'il n'y a pas de souffrance, hein, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut respecter la volonté exprimée antérieurement.
Donc, il faut repousser ce moment-là au moment où on est capable de constater la présence de la souffrance. Et c'est en ce sens-là où on considère avoir atteint un équilibre assez, peut-être pas parfait, parce qu'il s'agit de deux valeurs qu'on ne peut pas réconcilier parfaitement, mais peut-être l'équilibre optimal pour l'instant. Donc oui, il faut se rappeler, un dernier point, le temps est déjà écoulé, que bon, parfois, on veut protéger les intérêts contemporains de la personne qui est devenue inapte, mais il faut se rappeler qu'on est dans un régime d'aide médicale à mourir aussi, que ce sont des médecins entourés de leur équipe qui vont procéder à l'aide médicale à mourir et donner une aide médicale à mourir à une personne qui semble avoir une certaine qualité de vie. Je ne sais pas si on peut vraiment demander ça à des médecins. En tout cas, je ne sais pas combien de médecins seraient prêts à aller de l'avant à ce moment-là. Donc, d'où notre idée de repousser ce moment au moment où on est capable d'objectiver une souffrance constante chez la personne malade. Voilà. Merci pour la présentation. Je vous remercie. Perspective juridique, clinique et éthique